directement une vidéo. Donc, bonjour les autres. Ahmed, Nader, Iheb, Zied aussi par la même occasion. Donc, les garçons, je vous ai déjà dit bonjour. Bonjour, Alors, madame. bonjour. On va commencer de suite. Je vais vous mettre une petite vidéo et on en parle directement après. Mais vous voyez mon écran, c'est bon? Oui, madame, oui. Oui. Bien. Alors, on regarde la vidéo et on en parle. Alors, à la lumière de ce qui vient d'être, de ce qu'il y a sur la vidéo, vous considérez que vous avez quel type d'intelligence? Vous, comme ça, à première vue. Oui, madame. Laquelle? Laquelle, Ahmed? Oui, je me souviens qu'il y a l'intelligence naturaliste, kinesthésique, je pense. Oui, mais Les toi, autres. toi. Ah, le toi. Mais euh, non, ya Ahmed, ya Ahmed. oui, Écoute, madame. toi, tu te vois où? Je Naturaliste. m'adresse à toi, moi, Ah, pas par rapport au naturaliste. type d'intelligence. Ok, naturaliste, très bien. Oui. Les autres, Je vois que musique là. musical. Ouais. Ok. Et après, je vais vous poser une autre question. B, les autres. Les garçons, Nader, Saïf, Ezel, Iheb. Vas-y, Saïf, oui. Hmm, de l'art. Il n'y a pas d'intelligence de l'art. Art. Bon, ok. D'accord. Les autres. Madame, logico-mathématique. Ok. Nader.
Logico-mathématique. Ok. إيهاب. إيهاب. Bon, Maëva, tu viens d'arriver. Bonjour. Ahmed, Ahmed, tu viens d'arriver ou t'as regardé la vidéo? Maintenant, j'arrive, madame. Ok, d'accord. Donc, tu n'as pas vu la Ça vidéo. va. Très bien. Donc, dans la vidéo, en fait, Gardner distingue 8 types d'intelligence. Donc, il part du principe que chacun de nous a un type d'intelligence. Bien sûr, euh, en fait, c'est très, comment dire, c'est très vague, mais en même temps très précis, dans le sens où chacun de nous a sa manière d'apprendre et de mémoriser les choses. Donc, le type d'intelligence auquel on appartient ou dans lequel on se retrouve fait partie ou nous donne aussi les compétences et comment dire, les outils pour mémoriser ou pour mémoriser les informations que nous avons sous les yeux ou plutôt auxquelles nous sommes comment dire, je cherche le mot, auxquels nous avons accès tous les jours, que ce soit à travers les formations académiques, que ce soit dans les stages, etc., etc. Donc maintenant, pour entrer beaucoup plus dans les détails, je vais vous donner davantage d'informations concernant ces 8 types, justement, d'intelligence. Je vous montre ça de suite. Oui, Esa, tu veux dire quelque chose? Madame, on a tous les 8 types de cette intelligence, mais avec des niveaux différents. Je suis pas trop d'accord. Tu sais pourquoi? Non? Parce que tout simplement, si tu pars du principe que nous avons les 8 types d'intelligence, chaque type d'intelligence implique une manière d'apprendre Oui, et de oui. mémoriser les choses. Si tu pars du principe que tu as les 8 types d'intelligence, cela veut dire que tu apprends de toutes les manières Non, possibles. madame, 8 types avec des niveaux différents. Ce ne sont pas les mêmes niveaux. Pas vraiment. Moi, je suis pas trop d'accord. Après, peut-être que à force d'être en contact avec certaines personnes ou être comment dire, dans un contexte bien déterminé, dans un domaine bien particulier, peut-être éventuellement on arrive à essayer d'avoir certains types d'intelligence. Mais bon, c'est une manière de voir les choses, hein, d'accord? Vous considérez que vous avez tous les types d'intelligence, mais à des degrés différents. Moi, je pense que non. Ok, Marouane, je te rajouterai. Alors, on continue. Je t'en prie, Marouane. Ben, je vous montre ça de suite. Alors, comme vous voyez ici, par exemple, pour, je ne sais plus qui a dit l'intelligence logico-mathématique, en fait, elle s'est beaucoup caractérisée par le fait de rechercher des liens logiques entre des concepts et des idées, aimer la résolution de problèmes, que ce soit en mathématiques ou dans la vie de tous les jours. Hein. Aimer comment? Aimer les chiffres et aimer l'analyse et le raisonnement. Donc, on va retrouver peut-être éventuellement dans ce sens, Ezer, peut-être que d'intelligence, il est dominant. On va retrouver les personnes qui ont ce type d'intelligence, on va retrouver dans un métier. Peut-être dans cette optique, oui, je rejoins ce que tu as dit. Mais dans l'absolu, pas vraiment. Ton type d'intelligence te sert dans ton travail.
ou te sert dans le type d'apprentissage que tu as. Donc là, par exemple, pour l'intelligence logico-mathématique, les mathématiciens, etc., etc. Ensuite, par exemple, l'intelligence visuelle, spatiale, on va retrouver des personnes qui ont une imagination puissante. Ils ont la capacité d'avoir des pensées en images, donc avec une mémoire beaucoup plus visuelle. Ils auront aussi, enfin, ils ont ce besoin d'image visuelle pour comprendre les choses. On va retrouver tout ce qui est pilote, architecte, photographe, ceux qui ont besoin de la mémoire visuelle. Par la suite, nous avons l'intelligence interpersonnelle ou aussi l'intelligence émotionnelle. Celle-ci est caractérisée par l'empathie, par la tolérance, par la communication, par l'écoute. On va retrouver des personnes qui aiment parler, qui aiment influencer, qui aiment être des leaders, qui sont capables de convaincre qui que ce soit par leurs idées, etc., etc. Et bien sûr, on va retrouver donc les commerçants, les politiciens, les enseignants. Mais quand vous voyez les 3 points de suspension, cela veut dire qu'il y a énormément de possibilités en fait. Mais c'est juste pour vous montrer quand il est dominant, si vous voulez, on va retrouver des personnes corps de métier en particulier. Et donc, du coup, ce qui serait intéressant pour les personnes, c'est de découvrir quel type d'intelligence ils ont pour qu'ils puissent le développer et pour qu'ils puissent leur servir dans leur métier. Ou du moins dans un des traits ou une des caractéristiques de leur métier. Par la suite, nous avons l'intelligence corporelle, kinesthésique. On va retrouver les personnes qui aiment ce contact avec les gens, ce contact réel avec les gens. On va retrouver ce genre de personnes dans l'épanouissement des activités sportives. Ce seront des personnes qui vont beaucoup s'exprimer avec les mains. Quoi d'autre? Et voilà, donc on va retrouver ces personnes-là, ça sera soit des athlètes, soit des artisans, soit des chirurgiens. Donc vous voyez, hein, c'est très différent, artisans et chirurgiens, mais tous les deux ont ce besoin ou font appel à leurs mains et font appel à leur corps, de façon générale. Même les athlètes d'ailleurs. Hein. Donc vous voyez, ces 3 corps de métier très différents. Et malgré ça, ils ont un point commun qui est leur manière de percevoir le monde ou leur manière de retenir les informations concernant ce qu'il y a autour d'eux. On a également l'intelligence verbo-linguistique, donc bien évidemment caractérisée par le fait de parler, leur amour langage, leur besoin de parler en permanence, le fait qu'ils ont une bonne mémoire, le fait qu'ils sont très forts en communication. Donc, on va retrouver les écrivains, les poètes, les journalistes. Par la suite, nous avons l'intelligence intrapersonnelle. Donc là, comme son nom l'indique, vers nous-mêmes, notre besoin, notre personne en tant que telle. Contrairement à l'intelligence interpersonnelle qui est envers les autres personnes. Donc, vous allez retrouver des personnes qui sont solitaires, logique, hein, qui arrivent à détecter leurs besoins de manière très facile, qui ont ce besoin de réfléchir tout le temps, qui n'aiment pas être dérangés. Ce seront des personnes qui seront intuitives, qui aiment beaucoup apprendre, mais qui aiment beaucoup, malheureusement, ils sont dans l'autocritique. Nous allons retrouver les chercheurs, les entrepreneurs, etc. Alors, et nous avons l'intelligence naturaliste. Donc, l'un de vos camarades l'a dit tout à l'heure. Ce sont des personnes qui observent beaucoup le monde qu'il y a autour d'eux, qui sont sensibles à l'environnement et surtout qui sont sensibles aux détails, aux sons, tout ce qui tourne autour d'eux en fait. Donc, ils font attention à l'environnement dans lequel ils sont.
Donc, on va retrouver des biologistes, des écologistes, des explorateurs. Là, c'est quand je vous donne les exemples de corps de métier, c'est quand cette intelligence est maîtrisée, est développée et utilisée à l'extrême. Donc, nous avons l'intelligence musicale rythmique. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des personnes qui font beaucoup attention au son, aux mélodies. Donc, ils ont aussi une mémoire auditive. Ils sont sensibles, donc ils vont faire attention à la musicalité des mots et des phrases. Généralement, ils jouent d'un instrument de musique. Ils aiment chanter. Donc, on va retrouver les interprètes, les musiciens, les critiques aussi donc musicaux. On va retrouver également les musicothérapeutes et les techniciennes de son. Donc là, c'est une configuration très basique à la limite, hein, d'accord? Ce n'est pas l'être humain. C'est pas faux ce que tu as dit, Hazel, dans le sens où bien sûr que nous n'avons pas caractérisé les gens dans différentes catégories. Tout simplement pourquoi? Parce que l'être humain est beaucoup plus complexe que ça. L'être humain, on ne peut pas le limiter à une catégorie. Parce que, il n'est pas statique, il est en perpétuel changement, perpétuelle évolution. Il va connaître des gens qui vont le changer ou avoir un impact sur son changement. Ils vont passer par des situations qui vont leur apprendre certaines choses. Des situations, ils vont aussi leurs compétences, ils vont se découvrir d'autres compétences qui vont faire que ce qu'ils pensaient être au début, par exemple, comme intelligence, etc., ça va changer au cours du temps, tout simplement. Donc là, par exemple, je repose la question pour les personnes qui m'ont répondu au départ. Est-ce que ce que vous avez lu comme caractéristique, comme trait de caractère, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces traits de caractère? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces caractéristiques de chaque type d'intelligence? Oui ou non? Vous êtes là? Oui, madame. Bien. Les autres. Merci, Saïf. Les autres. Oui, madame, bien sûr. OK. Donc, tu te reconnais en un sens ou plusieurs? Plusieurs. Sûrement, il y a sûrement un type d'intelligence qui ressort beaucoup plus que les autres, là. Oui, une seule est dominante. Oui. Voilà, sûrement. Bon, oui, effectivement. Oui, Saïf, quoi? T'allais dire quoi? B, Saïf. Oui, mais Saïf, c'est bien que tu aimes parler de l'intelligence émotionnelle, je reviendrai. L'intelligence émotionnelle, contrairement aux autres types d'intelligence, ça fait partie des compétences personnelles. Autrement dit, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on peut l'acquérir. Ce n'est pas inné. Ça peut se développer beaucoup plus chez certaines personnes naturellement et d'autres peuvent l'apprendre et l'acquérir en maîtriser les outils pour l'utiliser dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, l'intelligence émotionnelle aujourd'hui est beaucoup plus utilisée et beaucoup plus recherchée dans les entreprises. Mais les autres types d'intelligence, non, parce qu'on considère que les autres types d'intelligence ne sont pas des compétences personnelles. D'accord? Ok. Les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous avez dit au départ? Est-ce que vous reconnaissez? Vous vous reconnaissez dans les caractéristiques que je vous ai données? Nader, par exemple, ou Ahmed, ou Zied. Je ne sais plus si Zied, tu as répondu ou pas tout à l'heure. Madame, Oui, oui, Maëva. est-ce que c'est possible de ne pas se reconnaître quelque part? De ne pas se reconnaître quelque part? Oui, Non. madame. Non. Comment ça, Maëva?
Tu t'es reconnu dans aucune caractéristique? En fait, j'ai pas suivi trop de vies. Donc, ce que j'ai suivi, je me suis pas reconnue, en fait. C'est pour ça que je demande. Non, c'est impossible, Maëva. Ça, je peux te l'assurer. On ne peut pas. On ne peut pas, tu sais pourquoi? Parce que cette distinction a été faite avec des traits généraux. Donc, même si tu n'as pas les traits spécifiques, tu as au moins des traits généraux. Ok. Même dans la manière d'apprendre et d'appréhender le monde aussi. Rien que si je te pose la question, je te dis, Maëva, comment tu fais pour retenir les informations par rapport à ta formation académique? Comment tu fais? Je révise, je sais pas. Comment tu révises, Maëva? En lisant, en faisant des exercices, en pratiquant beaucoup plus. Hein? Comment ça? Personne ne révise pas. Je Personne, révise. Saïf. Hein? Tu la connais, hein? Oui, mais elle peut te dire ce qu'elle veut. Après, c'est autre chose. Il faut réviser pour pouvoir composer. Comment tu dis je révise pas? Bah justement, Maëva, par exemple, quand tu révises, tu fais quoi? Tu m'as dit tu prépares des fiches, c'est ça? Ouais, je fais les fiches et les exercices. En fait, j'aime beaucoup plus les exercices que les lectures, en fait. Je préfère les mathématiques que la programmation, c'est ça. Bah voilà, par exemple, tu vois, rien qu'en disant ça, normalement, tu devrais avoir l'intelligence logico-mathématique. Ah, ok. Tu vois? Ok, madame. Parce que les personnes qui ont justement l'intelligence logico-mathématique, ce sont les personnes qui sont attirées par tout ce qui est chiffres, par tout ce qui est logique, par tout ce qui est réflexion, par tout ce qui est résolution de problèmes. Donc voilà. Maintenant, j'attire votre attention sur quelque chose. Rappelez-vous, on a toujours eu l'habitude de classer les gens selon l'intelligence, dans le sens où on considère souvent que la personne la plus intelligente, d'ailleurs connue sous le fameux QI, donc quotient intellectuel, on a toujours tendance à mesurer l'intelligence d'une personne suivant son degré d'intelligence logico-mathématique. Sauf que, ce qui est extraordinaire, c'est que grâce à ce classement ou cette distinction qui a été faite, on s'est rendu compte que, il y a différents types d'intelligence, donc personne n'est plus intelligent qu'une autre. Tous sont intelligents avec leur type d'intelligence. Et deux, un des types d'intelligence, donc indépendamment de ça, il y a un des types d'intelligence que les personnes peuvent acquérir, ce qui est extraordinaire en soi. Donc, justement, en parlant de ça, on va s'intéresser à l'intelligence émotionnelle parce que, c'est une compétence personnelle très importante et qui est beaucoup recherchée. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière quand on a travaillé ou quand on a parlé ou quand on a étudié, les soft skills. Et deux, elle est intéressante parce que plus on l'étudie, plus on essaye de l'acquérir, plus elle nous aide ou elle a un impact direct. Juste un instant, Marouane, je termine ma phrase. Plus elle a un impact direct sur nos relations avec nos collègues et dans notre vie personnelle. Je viens de lire la remarque. Attendez, je vais lire la remarque de Marouane, qui dit: est-ce qu'on peut compter sur les tests de QI pour conclure son niveau d'intelligence? Non, Marouane, c'est ce que je venais de dire, parce que le QI, en fait, il évalue votre degré d'intelligence logico-mathématique. Or, il y a 8 types d'intelligence. Donc, par exemple, si tu as une intelligence naturaliste ou kinesthésique,
il se peut que tu as un niveau d'intelligence logico-mathématique inférieur. Mais ça ne veut absolument pas dire que tu n'es pas intelligent. Tu as un autre type d'intelligence qui peut être très important et dont tu peux te servir dans ta carrière professionnelle. Et limiter un quotient d'intelligence comme ça, c'est trop basique en fait. C'est restreindre les possibilités. Tu vois, Marouena? Bon, on continue. Oui, Maëva, tu veux dire quelque chose? Oui, madame. En fait, je veux savoir s'il y a des tests précis pour savoir vraiment quel type d'intelligence on a. Parce que je pense que chacun de nous possède quelque part une intelligence, mais peut développer en fait. Maintenant, pour savoir laquelle intelligence on a qui est le plus développée chez nous, il y a des tests précis pour savoir. Bien sûr. Mais après, comme je l'ai dit depuis la semaine dernière, les tests, c'est bien de les faire pour se connaître. Après, gardez en tête que ça reste des tests pour tout le monde. Que vous, en tant qu'être humain, vous êtes beaucoup plus complexe que pour être catégorisé. Donc, oui, c'est bien d'apprendre à se connaître grâce à un test, mais c'est aussi bien d'apprendre à se connaître quand on lit des choses, quand on regarde des vidéos, pour essayer d'être ouvert aux possibilités, en fait, tout simplement. Bien sûr, d'ailleurs, je vous ai programmé un test donc, dans la partie asynchrone, donc c'est juste pour que vous ayez une idée beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus claire, mais après, je le dis et je le répète, ça reste quelque chose ce sont des catégories. Vous pouvez en faire partie, être en plein dedans ou être aux extrémités. Ça ne fait pas de vous une personne beaucoup moins intelligente ou une personne qui a un type d'intelligence qui n'est pas important ou intéressant. Tous les types d'intelligence sont importants et intéressants. Après, c'est bien de connaître quel est, à la limite, son type d'intelligence dominant et pour s'en servir, pour que ça soit une force et non pas une faiblesse, pour que ça fasse partie ou ça fait de vous un profil atypique plutôt que le contraire, pour que vous puissiez l'utiliser ou utiliser vos caractéristiques dans votre travail. Tout simplement. Alors, on continue par rapport à l'intelligence émotionnelle. Tout simplement, je l'ai expliqué pourquoi. Parce que l'intelligence émotionnelle est une compétence managériale. C'est une compétence personnelle, plutôt interpersonnelle, donc qui est tournée, orientée vers les autres et non pas sur soi. Et elle est très importante et très intéressante à connaître et à développer, à maîtriser dans un dernier temps. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'évoluer dans votre carrière professionnelle. Bien. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer les quelques caractéristiques de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que vous voyez mon écran? Bien. Alors, donc là, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité de se connaître afin de mieux interagir avec les autres dans des situations stressantes. Ainsi, vous pourrez identifier vos émotions. Vous allez les comprendre, les gérer, les maîtriser et les surmonter. Et en plus, vous allez faire la même chose vis-à-vis des autres. Tout simplement pourquoi? Parce que cela va guider vos décisions et vos relations avec les autres. Et bien sûr, pourquoi pas éviter les conflits également. Donc, selon Daniel Goleman, c'est entre guillemets, le théoricien qui a distingué, qui a mis en place le concept de l'intelligence émotionnelle. Donc, il explique très bien dans son livre que
les caractéristiques de l'intelligence émotionnelle et à quel point c'est important aujourd'hui du moins de connaître pour pouvoir développer et maîtriser par la suite l'intelligence émotionnelle. Après, donc là, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Comme je vous ai dit, c'est d'être conscient de ses émotions, surtout quand elles sont négatives, c'est très important. Avoir le contrôle sur ces émotions-là et aussi être capable de les identifier chez les autres pour pouvoir interagir avec eux, mais aussi être empathique également, parce que c'est important à part le fait d'identifier, de savoir identifier les émotions chez les autres, il faut être capable d'empathie. Et bien sûr, qui dit empathie, si nous sommes ou si nous arrivons à être capables d'empathie, nous serons capables de faire preuve de tact et de diplomatie. Et bien sûr, ça va, comme je vous ai dit tout à l'heure, le but ultime, bien sûr, c'est de pouvoir, éviter les conflits. S'il y a conflit, de les résoudre, bien sûr, de façon positive. Alors, l'émotion, c'est quoi? Il y en a 7 essentielles. Toutes les autres, ce sont des nuances ou des... comment dire, ce sont les mêmes émotions, mais à des degrés différents. Donc, nous avons des émotions négatives et des émotions positives. Et nous avons, par exemple, la surprise qui est entre les deux. Donc, ça dépend de la surprise en réalité. Donc, nous avons la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, le mépris. Et la joie comme une émotion positive. Donc là, par exemple, juste un instant. Alors, on va essayer de deviner quelles sont les émotions universelles à travers les micro-expressions du visage. Allez-y, en partant de gauche à droite. Le premier, d'après vous. Tristesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre camarade? Oui, non? Oui. Bien. Ensuite. OK. Après. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre camarade? Non, non. Surpris. Oui, la surprise, effectivement. Surprise. Que la peur. Après, bien évidemment, après. La colère. Très bien. Et ensuite? Non. Il y a le... Oui, comment on appelle ça? La surprise? Non, pas la surprise. Marouine. Dégoûté, On l'a madame. déjà dit, le dégoût. Youssef, bonjour. Oui. On l'a déjà Oui, dit, le bonjour. dégoût. On l'a dit, la deuxième image. مدام ترجع لنا الديابو اللي قبله لحظة خلينا نشوف اش فهم. Français, يا يوسف, français. Et il lui répond en arabe. Bien, bien. Hein? Quelle est l'émotion, l'autre émotion? Peur, Non. Bien. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre le dégoût et le mépris? C'est quoi? Non. Merci. Taïb. Vraiment, merci pour cet effort considérable que tu fais. Non, pas en arabe, Taïb. Madame, le mépris, c'est un peu comme un manque de respect. Genre, le mépris, ça ressemble à un manque de respect. On méprise quelqu'un, on méprise quelque chose. On ne considère pas, en fait. On n'a pas de l'estime. Je ne sais pas si c'est... Oui et non.
Et Je le rajouterai dégoût, aussi. Hein, et vas-y. et le dégoût, c'est mauvais en fait, quelque chose, on n'apprécie pas, le fait de ne pas apprécier, d'être dégoûté, de ne pas aimer quelque chose, T'as vu, c'est de ne pas facile aimer. à... Hein? Très bien. Hmm. Oui, c'est presque ça, Saïf. Alors, en fait, le dégoût, c'est envers les choses, mais ça peut être aussi envers les gens. Les deux. Par contre, le mépris, effectivement, comme tu l'as dit, c'est seulement envers les gens. Donc, effectivement, c'est pas possible sinon. Et en fait, je rajouterai davantage, c'est que en fait, le mépris, c'est quand on se sent supérieur à l'autre. Donc, non seulement c'est envers les personnes et pas les choses, mais en plus, on se sent, il y a ce sentiment, il y a cette arrogance, il y a ce sentiment de supériorité par rapport à l'autre personne. Ce qui n'est pas le cas du dégoût. C'est ça la différence ultime entre les deux, en fait. On continue. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est aussi importante? Tout simplement parce que déjà, donc, c'est l'une des 10 compétences les plus recherchées. Et l'intelligence émotionnelle est très liée à la prise de décision. Bien sûr, comme vous le voyez sur le slide, les émotions jouent un rôle important dans nos comportements et on a un impact direct sur la prise de décision. Donc, c'est pour ça, de préférence, il faut maîtriser, gérer l'intelligence émotionnelle pour que ça soit une force et non pas une faiblesse et pour qu'on ne soit pas guidé par nos émotions, tout simplement. Alors, de ce fait, il est important, donc tout à l'heure, on a distingué les 8 émotions essentielles. Donc, c'est important que quand on a une situation stressante, de préférence, il faut prendre le temps d'identifier, de comprendre cette émotion-là. Ensuite, il faut savoir que la peur est l'émotion la plus forte, mais aussi la plus terrifiante. Parce que contrairement aux autres, c'est une émotion qui est très difficile à maîtriser. Dans le sens où certaines personnes, quand elles ressentent de la peur, elles ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Donc, elles ont une peur quasi qui leur génère un blocage. Donc, du coup, en fait, ces personnes-là n'arrivent même pas à voir la situation. Il y a une sorte de blocage, une sorte de court-circuit et les personnes ne savent plus quoi faire, en fait. Et ça, c'est dangereux. Par contre, il y a des personnes, au niveau, quand elles sont peureuses, par exemple, ou quand elles ressentent de la peur, elles fuient au lieu d'affronter leur peur, etc., etc. Il y a des personnes aussi qui, quand elles ressentent de la peur, elles la ressentent sur le plan physique. Donc, il y a des personnes qui la ressentent sur le plan psychologique et donc qui ont une réaction par la suite, et d'autres personnes la ressentent carrément sur le plan physique. Et là, c'est aussi dangereux également, hein. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à gérer et à comprendre cette émotion-là. Bon, avec les autres émotions, hein, mais surtout spécialement cette émotion-là. Donc, ici, nous avons 4 aptitudes qui font partie de l'intelligence émotionnelle. Lesquelles? Nous avons la conscience de soi. La conscience de soi, c'est quoi? C'est la capacité à accueillir nos émotions, à les accepter,
même si ce sont des émotions négatives. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Hein. Alors, donc, à accueillir nos émotions, même si elles sont négatives, à reconnaître leurs effets sur nous. Ensuite, cela nous permet en fait d'augmenter notre niveau de responsabilité face à nos décisions. Par la suite, il y a aussi la gestion de soi ou la maîtrise de soi et bien sûr de nos émotions. Et donc, ça sera la gestion de nos émotions et le contrôle de nos impulsions. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les émotions ont un impact direct sur nos décisions. Si nous gérons nos émotions, nous saurons contrôler nos décisions et contrôler nos impulsions, et surtout pour les personnes qui ont tendance à être impulsives, donc à réagir du tac au tac, quoi. Et ça pourrait être dangereux et ça pourrait se retourner contre eux, en fait, tout simplement. Donc, c'est la capacité d'agir de manière responsable et réfléchie. Alors, quoi d'autre? Il y a aussi la conscience d'autrui, qui est l'empathie. Comme je vous ai dit, ce qui est intéressant avec l'intelligence émotionnelle, c'est qu'elle s'articule autour de 2 volets essentiels. Le premier volet, il est intrapersonnel, donc c'est un travail que nous faisons sur soi. Et le deuxième volet, il est interpersonnel, c'est un travail avec les autres ou orienté vers les autres. Donc l'empathie, par exemple, c'est la capacité de considérer les autres avec sensibilité et empathie. Donc pour interagir avec eux, en tenant compte de leur état émotionnel. Donc, ça va permettre, surtout dans une équipe, l'empathie, c'est une compétence très importante et primordiale pour évoluer dans votre carrière professionnelle. Parce que cela permettra au sein d'une équipe, surtout si vous avez à gérer une équipe, cela vous permettra de conserver les talents de votre équipe. Parce que vous serez là pour eux et ils n'auront pas envie de partir et ils n'auront pas envie de fuir ou de quoi que ce soit. Et en plus, vous allez pouvoir développer une attitude de service envers les autres. Les gens vous feront confiance et sauront interagir avec vous grâce à votre empathie. Et pour finir, on a aussi la gestion des relations avec les autres. Donc là, c'est la capacité à gérer les conflits. Si nous sommes empathiques, si nous savons identifier nos émotions, nous pourrons gérer les conflits, nous pourrons collaborer avec les gens, travailler en équipe. Et bien sûr, ça aura un impact sur l'influence sur les pairs et sur la capacité à convaincre les autres. Et qu'est-ce que j'allais dire? Bien sûr, avec ces 4 aptitudes, on rajoutera la motivation. La motivation est une aptitude aussi essentielle que les 4 autres que je viens d'énoncer. En fait, c'est quoi la motivation? Et quand je dis la motivation, on a l'automotivation et la motivation des autres. C'est la passion de travailler pour d'autres motifs que l'argent ou le statut social. Parce que c'est une aptitude essentielle pour travailler. Parce que personne n'aime travailler en se sentant obligé de le faire. Pour de l'argent, pour le statut. Parce que tout simplement, ça crée quoi en fait? Supposons qu'un jour, vous soyez obligé de travailler. Marouane, Saïf, tu m'as fait rire. On considère que l'amour n'est pas une émotion. C'est un ensemble de réactions. Et il y a même des théoriciens qui disent que c'est un ensemble de réactions chimiques. Donc, l'amour, c'est beaucoup plus complexe que le limiter à une émotion. Parce qu'on ne peut pas le limiter à une émotion parce que… non. Parce que tu sais pourquoi? Parce que la peur, en fait, le sentiment de peur et l'émotion de peur, c'est le mais. C'est une réaction chimique? Oui, si on veut. Après, comment on réagit face à la peur? Alors que
Non, l'amour, c'est un ensemble de réactions chimiques, ça, c'est pas la même chose. Parce que limiter, parce que, regarde, tout simplement pourquoi? Parce que c'est un mélange de plein d'émotions. Tu vois, l'amour, c'est aussi de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être parfois du dégoût, du mépris. Donc, c'est un ensemble d'émotions plus complexes. Alors que la peur, ce n'est pas de la tristesse, par exemple. La peur, ce n'est pas du dégoût. On a peur. Hein? Vas-y. On entre... La jalousie, ce n'est pas une émotion. Enfin, je considère que ce n'est pas une émotion. Parce que ça implique un sentiment particulier. Un sentiment de manque de confiance, un sentiment de peur. Donc, ça implique autre chose. Donc, c'est une réaction, mais pas chimique. C'est une réaction face à une émotion. Peut-être, dans ce cas-là, oui. Je t'en prie. Mais comme vous le voyez, pourquoi la motivation est aussi importante? Elle est aussi importante que les autres. Hein. Le carburant émotionnel. Comment ça? Mmh. Donc, ok, émotionnellement. Mais toi, tu parles de la motivation envers les autres. C'est ça, non? C'est ça ou pas? Ok. Moi, je te rajouterai, c'est la motivation envers les autres, mais ce qui serait intéressant, c'est aussi l'automotivation. Parce que les autres, tu ne peux pas toujours les trouver. Les autres, quand tu bases toute la motivation sur la motivation par rapport aux autres, c'est que tu leur donnes beaucoup trop de responsabilités face à ce que tu es en train de faire. Donc, la responsabilité doit plus ou moins être équitable, dans le sens où tu dois t'auto-motiver, tu dois trouver une raison et une cause en toi qui te permet, par exemple, je dis n'importe quoi, de travailler, de travailler non pas pour l'argent ou pour le statut, de faire quelque chose, enfin, tu arrives à trouver une raison par rapport au fait de travailler tel ou tel ou d'avoir tel ou tel emploi. Parce que si votre motivation ultime de travailler, c'est la recherche d'un salaire et d'un statut social, vous ne pourrez jamais évoluer également. Et surtout, plus important encore, vous ne vous sentirez jamais accompli, jamais épanoui et vous ne serez jamais productif. Un objectif, un but, oui, bien sûr, mais ça, c'est entre toi. C'est pour ça que je parle d'automotivation, mais pas par rapport aux autres. D'être quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Ah, euh, tu peux. Oui, mais ça, tu peux travailler autre chose tout seul et faire quelque chose que tu aimes et tu auras ta retraite. Pourquoi tu, en fait, donc si je comprends bien, tu travailles aujourd'hui pour penser à ce qui va se passer dans, t'as quel âge, Saïf? Ok, donc tu travailles à 27 ans pour ce que tu vas faire d'ici
30 ans. Donc, pendant 30 ans, tu vas réfléchir à ce que tu vas faire dans 30 ans. Bah, si tu penses à la retraite, bah, ça sera ça. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, ce n'est pas… Enfin, je ne suis pas là pour juger les gens, mais juste, ce n'est pas la bonne manière de réagir face aux situations de la vie. Parce que tout simplement, s'il y a quelque chose, s'il y a un imprévu, un changement, quelque chose dans le contexte ou dans l'environnement qui ne te permet pas d'avoir cet objectif ultime, que tu mets comme ultime, parce que ce n'est pas un objectif ultime, tu vas perdre tous tes moyens. Une bonne voiture. Si c'est leur moyen de s'automotiver pour travailler plus, pourquoi pas? Oui, mais ça, pourquoi il n'y a pas d'objectif? Oui, mais ça c'est pas parce qu'ils vivent comme ça, tu sais bien. Hein. Ouais. Hey, mais ça, c'est bien. Ça, c'est une automotivation plus que l'argent. Tu ne penses pas qu'à l'argent ou le statut social. Tu vas faire quelque chose qui te plaît pour pouvoir être productif. C'est bien. Après, les autres, ce que font les autres dans leur vie, bah, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dommage, c'est tout. Alors, on continue. B. Maintenant, grâce à l'intelligence émotionnelle, tout à l'heure, je vous ai dit que l'intelligence émotionnelle, c'était la compétence qui permettait d'évoluer dans la carrière professionnelle. Parce que tout simplement, ça permet de développer le concept de leadership conscient. Donc, qui dit leader, dit aussi chef d'équipe, etc., etc. Donc là, le leadership conscient, c'est quoi? Donc là, comme vous voyez, c'est un ensemble, hein, d'accord? Donc là, vous avez par exemple inspirer les autres, une bonne communication, la délégation, le sacrifice de soi, la responsabilité, etc., etc. Donc, le leadership conscient, c'est quoi? C'est le résultat du développement de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est la capacité de développer notre présence et notre attention aux autres c'est la capacité de développer notre présence et notre attention aux autres au quotidien. Donc, Donc, le leader, grâce à l'intelligence émotionnelle, voilà, il pourra percevoir ses émotions ainsi que celles des autres grâce à la maîtrise de soi et de ses émotions, comprendre les besoins à combler, parce qu'il va pouvoir identifier, il va développer le sens du service et se mettre donc au service des autres pour inspirer une certaine confiance et d'ailleurs de fortes connexions avec les autres, ce qui va contribuer à la réussite de son équipe, et il va réguler ses émotions pour atteindre un objectif clairement défini, donc là, un objectif réaliste avec toute l'équipe, puisqu'il va inspirer et ramener toute son équipe vers cet objectif. Donc, le leadership conscient, il va être conscient de son pouvoir sur les autres, de ses paroles, de ses actes et de leur impact.
Comment maintenant devenir plus conscient? Regardez ici. Il y a 7 niveaux de conscience du leadership. Donc, comme vous le voyez, on distingue 3 volets ou 3 étapes essentielles. Donc, dans les 7 niveaux, il y a 3 étapes essentielles. 1, le focus sur les besoins personnels. Puis, nous avons la phase transformation pour arriver vers le focus sur les besoins communs. Pour les besoins fonctionnels, nous avons les besoins basiques, hein, d'accord? Donc là, la gestion directive, la prise en charge de la stabilité financière. Ensuite, donc ça sera la communication vers les autres, prendre soin des employés. Ensuite, non, c'est ça. La communication envers les autres pour prendre soin de ses employés, pour être efficace et être productif. Au niveau de la phase de transformation, on sera dans l'apprentissage, dans l'innovation et dans le renouvellement continu. Pour finir vers les besoins communs, et ça, c'est extraordinaire si le leader arrive à l'atteindre, parce qu'il va devenir un leader positif, donc ses visions et ses valeurs seront partagées par l'ensemble de l'équipe puisqu'il aura créé entre-temps un climat de confiance. 2, il va faire la différence donc il sera dans le coaching, dans le mentorat, pour justement que ses employés soient épanouis, se sentent bien, parce que en se sentant bien, ils vont être beaucoup plus épanouis et productifs. Et à la fin, le dernier niveau de conscience, on dépassera cette vision partagée on dépassera cet objectif commun qu'on a fixé dès le départ comme étant un supérieur hiérarchique, puisque là, le leader, avant qu'il soit leader, c'est aussi un manager, donc il a aussi des objectifs, et plutôt, c'est un supérieur. Et donc là, ce qu'il va faire, son sens du service va servir les générations futures, tout simplement. Alors, donc regardez ici, le leadership conscient est le résultat d'un long travail interpersonnel et non une compétence en soi. L'intelligence émotionnelle est une compétence. Sa maîtrise et son développement tout au long de votre vie développera ou permettra d'atteindre le leadership conscient. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Vous avez des questions? Oui, non? Très bien, Zef, merci. Les autres, Maïva, tu as des questions? Non, madame, c'est bon. Ok, on continue. Maintenant, avant d'espérer atteindre ce leadership conscient, vous pouvez en revanche commencer à travailler sur l'intelligence émotionnelle. Donc, vous devez, dans un premier temps, accroître votre agilité émotionnelle, tout simplement. Donc, comment vous allez faire d'abord? En connaissant les aptitudes. 1, être capable de reconnaître vos émotions, les distinguer. Ça serait intéressant pour un chef d'équipe ou plutôt pour un manager qu'il fasse ça serait extraordinaire. Parce que tout simplement, ça fera de vous un être humain. Chose qu'oublient beaucoup les managers, c'est que dans leur tête, ils fixent un objectif. Pour atteindre cet objectif, ils seront obsédés par cette idée-là, en fait. Et non seulement ils oublient qu'ils sont des êtres humains, mais ils oublient que leurs employés sont des êtres humains aussi. Donc, en reconnaissant tes émotions, donc le manager, en reconnaissant ses émotions, ou le gestionnaire de façon générale, il pourra montrer que 1, c'est un être humain, et 2,
Donc, c'est un être humain, donc avec sa cohérence, etc. Et aussi, il reconnaîtra le fait que les autres soient aussi des êtres humains. Donc, ça va créer un espace, ça va montrer une certaine cohérence entre vos émotions et vos actions. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, les émotions ont un impact direct sur vos prises de décision. Maintenant, il y a aussi autre chose. Qui dit émotion, dit besoin profond. Ce besoin profond a besoin d'être compris. Ou a besoin d'être compris pour le dépasser ou pour le gérer. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous avez, par exemple, vous de votre côté, imaginons que vous êtes dans une situation stressante. Vous avez une émotion, donc bien sûr qui n'est pas très agréable. Il faut déjà l'identifier, l'accueillir pour ne pas se sentir frustré. Ça, c'est dans un premier temps. Et après, il faut être capable de prendre du recul par rapport à cette émotion. Parce que tout simplement, si vous réagissez mal par la suite, cela veut dire que vous n'avez pas fait attention aux besoins qui se cachent derrière cette émotion. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Surtout, je parle surtout pour les émotions négatives. Que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, la peur, même le dégoût et le mépris. La joie, à la limite, c'est facile. Mais après, il faut faire attention parce que quand on est très joyeux, quand on est très heureux, on a tendance à prendre des décisions qui ne sont pas toujours logiques et conscientes. Aussi. Donc, c'est aussi valable pour la joie. Aussi, ce que vous pourriez faire, c'est choisir la meilleure stratégie. En établissant des listes par rapport à votre état d'esprit, donc les émotions que vous avez, vos motivations et vos valeurs. Donc, cette stratégie-là va être donc la stratégie que vous allez utiliser et vous allez choisir plutôt dans votre travail. Donc là, je parle vous en tant que collaborateur, mais aussi de préférence en tant que manager. Donc, la stratégie que vous allez utiliser, ça sera en phase avec les motivations, vos motivations et vos valeurs. Pour finir, la dernière étape, c'est il faut toujours agir en accord avec vos valeurs. Parce que si vous n'agissez pas en accord avec vos valeurs, cela voudrait dire que vous n'êtes pas fiable. Et la fiabilité est très importante dans le domaine du travail. Parce que si vous n'êtes pas fiable, vos collaborateurs ne vous feront pas confiance. Et si vos collaborateurs ne vous feront pas confiance, il n'y aura pas ce climat assez... il n'y aura pas... il n'y aura pas ce climat assez bon pour leur permettre de se donner à fond, tout simplement. Donc, du coup, le leader conscient connaît son pouvoir et ne se permet pas de réagir dans l'ego. Il sait que la dynamique du groupe sera amoindrie si les gens ne sont pas à l'aise de s'exprimer et d'apporter de nouvelles idées. Donc, OK, c'est le leader. OK, c'est le chef d'équipe, si vous voulez. C'est le manager de point de vue hiérarchique. Mais pour être leader, il faut plus que ça. Il faut développer son intelligence émotionnelle. Et je vous ai donné quelques outils que vous pourrez utiliser, que vous pourrez développer. Parce que c'est l'une des compétences primordiales pour évoluer dans votre carrière professionnelle. Je le dis, je le répète, parce que plus vous évoluerez dans votre carrière professionnelle, à la limite, moins vous aurez besoin de compétences techniques. Donc, vous aurez plus besoin de compétences personnelles plutôt que de compétences techniques. Mais aussi, l'intelligence émotionnelle est aussi importante et intéressante à maîtriser, même si vous venez de commencer dans votre carrière professionnelle. Parce que ça peut vous jouer des tours si jamais vous vous laissez guider, contrôler par vos émotions.
Donc là, par exemple, on a les leaders d'exception. On va retrouver des leaders toujours au service des autres, là pour la réussite de leur équipe. Ils vont créer, établir des connexions avec les équipes. Ils sont très bienveillants, que ce soit à travers leurs paroles, au point que à travers leurs gestes, au point qu'on les remarque, qu'on les ressent. Et bien sûr, ce qu'il y a de plus extraordinaire, si les entreprises travaillent sur ça, et d'ailleurs, les entreprises sont en train de travailler sur ça, parce qu'elles se sont rendues compte, ou du moins, le fait, comme je vous ai dit, hein, c'est une sorte de cycle. Donc, si le leader est capable d'être comme ça, cela va créer un climat de confiance et le collaborateur va donner le meilleur de lui-même. Et bien sûr, va partager ses idées, va mettre, va laisser le leader ou les autres membres de son équipe voir ses forces, mais aussi ses faiblesses, et surtout va stimuler l'intelligence collective, qui est une arme très puissante au sein d'une équipe. Et d'ailleurs, on voit la force d'une équipe dans l'intelligence collective, parce que ça va donner envie aux autres d'être créatifs, d'être innovants, d'être dans la prise d'initiative, etc., etc. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, non? Oui. Des Oui, questions? madame. Oui, madame, oui. Alors, là, il y a une méthode que je vais vous donner qui pourrait être très intéressante pour justement commencer à développer votre intelligence émotionnelle, c'est la méthode DEST. En quoi consiste la méthode DEST? DEST, c'est D pour décrire, E pour exprimer, S pour spécifier et C pour conclure. Donc, quand il y a une situation stressante qui a dégénéré vers un conflit, donc, pour cela, c'est très important d'écrire les faits tels qu'ils se sont déroulés. Ensuite, exprimer les sentiments que vous avez ressentis face à ces faits-là, sans inclure l'autre. Parlez de vous. Par exemple, je me sens pas bien, je me sens en colère ou je me sens incomprise parce que je n'arrive pas à communiquer convenablement, par exemple. Quoi d'autre? Est-ce trouver une solution, ou plutôt suggérer une solution, ou demander de suggérer une solution. Et pour finir, trouver la solution la plus adéquate entre le collaborateur et l'équipe, mais que ce soit entre deux collaborateurs aussi, et pour gérer et dépasser le conflit. Tout simplement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, non? Oui? C'est bon, Des madame. questions? Oui, c'est bon, c'est clair. Des questions, des remarques, quelque chose? Ou c'est bon? B? Quoi? Tu veux dire quelque chose, Saïf? Ok, très bien, Saïf. B? Là, juste un instant, je vais voir quelque chose, je vais vérifier quelque chose. Okay. Alors, je vais vous demander en asynchrone maintenant je ne sais pas si c'est en asynchrone parce que je suis en train de réfléchir. Bon, juste un instant, je vais vérifier quelque chose.
Mais vous savez quoi? Alors, je vais vous montrer le. Maintenant, vous passez à la partie asynchrone. Vous avez. Je suis en train de réfléchir si c'est une bonne idée de faire l'exercice maintenant. Mais vous savez quoi? On va faire un test de personnalité et je vais vous demander de faire le reste dans la partie asynchrone. Juste un instant. Hein. Mais je vais vous montrer de suite ce que vous allez faire. Alors, ce test-là, c'est pour découvrir quel est votre type d'intelligence, là, pour que ça soit clair. Vous voyez mon écran? Oui, non? C'est bon, oui, c'est bon. Alors, là, comme vous le voyez, vous avez 80 propositions. Oui. Ce que vous allez faire, vous allez cocher à chaque proposition dans laquelle vous vous retrouvez. Et après, vous faites le calcul. Et après, vous obtenez un chiffre. Vous saurez quels sont les types d'intelligence que vous avez. Bien sûr, avec un dominant et les autres un peu moins. Je vais le publier de suite. Je vous laisse le faire. Et après, on en parlera vite fait. On finit sur ça. Alors, juste un instant, je le publie de suite. Madame, vous pouvez m'ajouter au classroom. Ok, juste un instant. 2 secondes. D'accord, merci. Je t'en prie. Marouine, c'est ça? Mahdi. Ah, pardon, Mahdi. Ok, qui n'a pas accès à Classroom? Moi aussi, madame. Moi aussi. Moi aussi. Mettez vos adresses mail, s'il vous plaît. Juste un instant. Mais on commence. Alors, c'est Marouane. Nicolas. Quoi d'autre? Ezo. Youssef et normalement c'est bon, hein? Juste un. Ah bon. Émir. Ok. Et on finit sur Safe. Ah, encore. C'est bon, Maëva. Normalement, je t'ai rajouté. Mais juste, je clique sur l'ensemble des étudiants et après, c'est bon. Alors, juste un instant. Voilà. Voilà. Normalement, c'est bon. Vous vérifiez, s'il vous plaît. Alors, je vous mets de suite le test. C'est bon? Vous avez accès au Classroom? Oui, madame, merci. Non. Oui, madame, c'est bon. Ok.
Mais juste un instant, s'il vous plaît. Hein. Il a un problème de connexion. Attendez. Voilà, je vous ai publié. Vous le faites de suite, s'il vous plaît.